que nous faisons là cette fois, c'est le chapitre 9 qui s'appelle Passage à l'acte et Acting Out. Voilà, c'est son titre. Et en poche, ça commence à la page 171, je crois, quelque chose comme ça, 170 ou 171. De toute façon, je vous donnerai la pagination de certaines choses importantes pour que vous puissiez vous trouver, puisque je sais que la majorité d'entre vous a le modèle poche et non pas le modèle seuil. Donc je vais plus donner la pagination du poche et le seuil, je n'ai pas. Il me reste un exemplaire qui n'a pas été donné. Est-ce que quelqu'un le souhaiterait, qui ne l'a pas? L'angoisse. Oui? Vous le voulez? Oh, ça glisse ici. Voilà, avec plaisir. C'est normal le micro là? Comment? C'est normal? Oui, c'est exprès, c'est pour les questions éventuelles, parce qu'on ne les entend pas autrement. Voilà, une bonne chose de faite. Un don de soi. Alors, ce chapitre, bonjour Jean-Claude. Dans ce chapitre, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il est très long, extrêmement long. Donc, moi, je ne me fixe pas comme objectif de le terminer forcément. Hein. Je vais un peu à mon rythme. Voilà, et puis si ce n'est pas terminé, ben, ce n'est pas grave. Je vous répète sans arrêt cette phrase que Lacan disait. Il disait, ce que l'homme ne peut faire, il le laisse. Ben, voilà. Moi, je dis comme Lacan, ce que l'homme ne peut faire, il le laisse. Et donc, moi, s'il y a des choses que je ne peux pas faire, je les laisse. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Parce que, tout simplement, dans ce chapitre, il y a quand même des histoires qu'il faut un petit peu connaître pour comprendre le sens de certains concepts, notamment le récit de Freud sur Dora, qui était une de ses patientes. Hein. Alors, c'est très long, et c'est dans les 5 psychanalyses, ça, hein, dans les 5 psychanalyses. Et puis vous avez aussi le récit de la jeune homosexuelle, psychogénèse d'une homosexualité féminine. Et ça se trouve dans les névroses, psychoses et perversions, ça. C'est pas dans les 5 psychanalyses, hein, c'est dans névroses, psychoses et perversions. La jeune homosexuelle. Donc ces deux récits-là, il faut les connaître quand même un tout petit peu. La trame quand même. Et puis vous avez aussi, il parle un petit peu du Horla de Maupassant, donc il faut savoir un petit peu de quoi il retourne, c'est vite vu, mais quand même. Et puis il y a aussi le Marchand de Venise de Shakespeare qui est qui apparaît là-dedans, comme objet petit a, la livre de chair. Donc si on ne sait pas à quoi correspond cette livre de chair, on ne comprend pas ce que Lacan veut raconter. Évidemment, dans le bouquin, lui, Lacan, enfin, dans son séminaire, il ne le dit pas. Il ne se met pas à faire le récit des histoires qu'il nomme. Il suppose que les gens ont lu. Parce que lui, comme il avait lu tout, à peu près, évidemment, il pouvait parler de tout ça avec facilité. Mais ce n'était pas forcément le cas de son auditoire. Et puis vous, je ne vous demande pas de lire nécessairement tout. Il n'est pas nécessaire que vous lisiez en entier l'observation de Dora, hein, et même celle de jeune homosexuel, parce que c'est très long. Hein, bon, voilà. Si vous en connaissez un peu la substance, ça va. Et c'est ce que je vais vous restituer aujourd'hui. Pas plus, pas dans les détails, même si moi je les connais, c'est pas grave. Donc, alors, il commence en disant cette phrase, Lacan, ça c'est page 171 hein, de la version poche, il dit « C'est de l'autre avec un A majuscule, c'est de l'autre avec un A majuscule que A prend son isolement, c'est le reste. » Mais ça, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà expliqué. Hein. L'autre, le sujet, je prends mon petit stabilo là, le sujet, il est là, il est inconscient au départ, il n'est pas, il est inconscient. Ici, vous avez le stade du miroir, avec un miroir qui peut être représenté par l'autre, qui est le monde, la scène du monde, le symbolique dans son entier, c'est-à-dire une infinité. Et puis ici, vous avez l'autre. Voilà. Et donc, le petit a, le sujet, eh ben, on peut supposer qu'il l'a. Alors, Lacan, d'ailleurs, il a une formule assez amusante pour ça. Hein. Il dit l'objet petit a est aimable tant qu'on l'a. C'est-à-dire qu'il est aimable de ce côté-ci.
Il est aimable avant que le sujet fasse son ascension sur la scène du monde. Hein, puisqu'il l'a, l'objet petit a, on est sûr. Mais dès qu'il arrive sur la scène du monde, dès qu'il se projette sur la scène du monde dans l'altérité, eh ben, l'objet petit a, justement, hein, il y a une perte, et c'est l'objet petit a qui est perdu. Là, voilà, c'est le reste. Là, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est tout à fait utile, puisque c'est ça qui crée le manque, et le manque crée le désir. Donc, comme disait Alain la dernière fois, on ne peut pas manquer de manque. Hein, il ne faut pas manquer de manque. Voilà. Et donc, il faut bien que l'objet petit a soit irrémédiablement perdu. Donc, c'est ça qu'il veut dire hein, quand il dit c'est de l'autre que A prend son isolement, c'est le reste. Ben, c'est ça. Ni plus ni moins. Le A tombe dans les dessous, puis c'est terminé. Hein. On a sa place, puisqu'on le nomme, on le symbolise, on le nomme, on l'appelle petit a. Ça veut dire qu'on lui donne une place, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Il a sa place, mais lui, il n'y est pas à sa place. Alors, il arrive tout de suite, justement, au tout début, il arrive tout de suite à la jeune homosexuelle. Voilà, on rentre en plein dans ce que je vous disais tout à l'heure. La jeune homosexuelle, qui est une jeune fille qui a été analysée par Freud, pas longtemps, hein, en 1919, oui, c'est ça, en 1919. Après Dora, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai nommé tout à l'heure, en 1919, mais c'est une thérapie qui n'a pas duré longtemps du tout. Hein. C'est une thérapie qui a duré 3 ou 4 mois, je crois. C'est tout. C'est tout. Hein. Et en plus, c'est une thérapie à laquelle Freud a renoncé, parce qu'il n'y arrivait pas. Donc, je suis étonné parfois de voir sur Internet des récits de 100 000 pages sur la jeune homosexuelle, avec le peu de matériel qu'on a. Je ne vois pas comment les gens arrivent à digresser à ce point sur la question de la jeune homosexuelle en ayant aussi peu de matériel. Hein, il faut être un peu délirant. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, finalement. Hein. Surtout que je vous dis, Freud a baissé les bras. Lacan dit même qu'il a donné sa langue au chat. Puisqu'en fait, il a fait une espèce de passage à l'acte. À la fin de cette thérapie, il l'a refilé à une consoeur, la jeune homosexuelle. Parce qu'il n'y arrivait pas, parce qu'il n'y comprenait rien. Et qu'en plus de ça, il disait d'elle, mais elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle n'est pas névrosée. Elle n'a jamais été névrosée. Donc, qu'est-ce que je peux y faire? Enfin bref, c'était une jeune fille de la bourgeoisie viennoise, voilà, qui avait des parents assez rigides, de la haute bourgeoisie viennoise. Elle a eu un petit frère. Alors ce petit frère lui a posé beaucoup de problèmes. Ça, c'est dans l'histoire, Freud le dit aussi, il en parle, il l'évoque, mais pas tant que ça. Freud l'évoque pas tant que ça. Et Lacan, le petit frère, alors il y a des gens qui font 20 000 pages sur le petit frère. Lacan, il y a une ligne sur le petit frère. Il dit simplement l'histoire du petit frère, c'est très énigmatique. C'est tout ce qu'il dit, Lacan. Oui, il est assez concis, lui, cette histoire du petit frère, comme rival phallique dans les bras de la mère. Voilà. Donc cette jeune fille, elle est, on dit d'elle que, bon, elle avait une attirance édipienne pour son père, très marquée, etc. On se plaît même à dire qu'elle aurait voulu un enfant de son père. Bon, on n'en est pas certain, mais enfin, ça se dit beaucoup. C'est à la mode de dire ça. Et elle, ce qui se dit théoriquement d'elle, c'est que, pour schématiser vraiment beaucoup, c'est qu'elle avait fait une fixette très forte à sa mère en période pré-édipienne, avant l'Édipe, c'est-à-dire avant 4-5 ans. Elle s'est identifiée de manière vraiment forcenée à sa maman. Et donc, quand sa maman a eu ce petit garçon, son petit frère, elle a vécu ça comme une sorte de trahison de la mère, une trahison de la maman. Et donc, elle s'est tournée vers son père. Elle s'est tournée vers son père, à qui elle s'est identifiée, et dont on dit actuellement qu'elle aurait voulu avoir un enfant de lui. Donc ça a été compliqué pour elle. Alors on raconte, chemin faisant, qu'elle voulait pouponner, etc., qu'elle avait rencontré un petit garçon dans un square, un petit garçon de 3 ans, et que ce petit garçon de 3 ans, eh bien, elle le choyait, et qu'elle se comportait avec elle de manière très comme une mère. Mais Lacan réfute ça. Il dit, mais ce n'était pas du tout un comportement maternel, ça n'avait rien à voir. Il dit, c'était le phallus pour elle, c'était un phallus
pour montrer à la mère que le phallus, elle l'avait. Elle l'avait maintenant. À ce point que même ce phallus, qui était l'enfant finalement, eh bien, elle pouvait le donner. Elle pouvait le donner. Tellement, à la limite, d'une certaine façon, ce n'était pas un truc maternel. C'était une monstration, comme dit Lacan. C'était une démonstration. C'était un acting out. On va en parler tout à l'heure de ce que c'est que l'acting out. On n'y vient pas tout de suite. Mais la jeune homosexuelle, Lacan en parle parce que, déçue par sa mère, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dragué ce qu'on appelait à l'époque une cocotte. C'est-à-dire une dame de petite vertu, dont vous pouvez voir des photos sur Internet. D'ailleurs, on voit des photos de cette dame, une très belle dame, une très belle femme. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, Anita Berber, B-E-R. Une viennoise, une très belle femme, plus âgée qu'elle, qui avait 10 ans de plus qu'elle. Et donc, elle l'a draguée, et elles sortaient ensemble, dans Vienne, bras dessus, bras dessous. Alors évidemment, pour le père, c'était épouvantable. Pour les parents de la jeune homosexuelle, c'était une catastrophe que leur fils sorte avec une prostituée, je ne sais pas, en tout cas, ce qu'il appelait une cocotte, quoi, hein, une dame de petite vertu, de peu de vertu. Lacan dit une dame de peu de vertu. Et donc, un jour est arrivé ce qui devait arriver, ce qu'elle a dû provoquer un peu, la jeune homosexuelle, c'est qu'elle se promenait un jour au bras de sa cocotte, dans Vienne, et elle a rencontré son père. Vienne, ce n'était pas une gigantesque ville, hein, et donc forcément, un jour ou l'autre, ça devait arriver. Elle a rencontré son père. Alors, on dit du père qu'il a jeté un regard furieux à ce couple, à sa fille en particulier, mais il est parti. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu vers elle pour l'engueuler ou quoi que ce soit, ou pour lui donner une baffe. Non, 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 pas du tout. Il est parti, il a repris le tramway, puis il est parti. Mais il lui a jeté un regard tellement furieux, tellement ombrageux, tellement réprobateur, qu'elle s'est balancée par-dessus le parapet d'un petit pont, et en dessous, il y avait le rail d'un tramway. Donc, elle a fait un passage à l'acte. Voilà. Hein. C'est pour ça que Lacan en parle dans ce chapitre, passage à l'acte et acting out, parce qu'il prend pour exemple de passage à l'acte celui de la jeune homosexuelle qui se jette par-dessus le parapet pour se retrouver sur les rails. Alors, elle n'est pas morte, hein, elle a tout à fait bien vécu après, mais quand même, elle a fait un passage à l'acte quand même sévère. Et donc, ce que dit Lacan par rapport au passage à l'acte, si vous voulez, je peux vous schématiser ça un petit peu. Un chouïa de schématisation, il ne faut pas en abuser des schématisations, mais quand même, des fois, ça aide un petit peu. Dans les choses normales, si vous voulez, le sujet barré est en regard de l'autre, comme je vous l'ai dit, hein, comme ça, je vous l'explique simplement. Et ici, si on place le miroir ici, le miroir du monde, ou un vrai miroir, hein, pourquoi pas, un vrai miroir, l'enfant qui est dans le stade du miroir, c'est-à-dire à partir de 6 mois et demi, il se regarde dans de vrais miroirs. Pas forcément d'ailleurs dans les vrais miroirs, ça peut être les yeux de sa mère, l'approbation de sa mère, comme l'avait fait remarquer Alain, ce qui est tout à fait vrai. Mais la mère qui joue à ce moment-là le rôle de grand autre, d'autre avec un A majuscule. Alors, quand ça se passe comme ça, vous voyez, il y a une espèce de symétrie là, ici. Il y a une symétrie exactement comme il y a une symétrie optique. C'est-à-dire que quand vous regardez dans le miroir, je vous l'ai déjà dit 100 fois, l'image qui est dans le miroir, si vous allez essayer de l'attraper derrière le miroir, vous ne pouvez pas l'attraper. Et pourtant, en termes optiques, elle est là, elle est parfaitement symétrique de l'image réelle. Hein, elle est partie. L'autre ici est parfaitement symétrique du S barré là, ici. Hein, tout à fait, il y a une parfaite symétrie là. Et vous verrez que Lacan, il y tient, cette symétrie-là. Hein. C'est-à-dire que là, s'il y a x, y, ben, x égale y. Hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Ça, c'est de la physique optique. On ne peut pas y couper. Alors, quand ça se passe bien, ben, ça se passe comme ça, quoi. Hein. Mais il y a parfois des gens qui se retrouvent confrontés à l'autre d'une façon, je dirais, outrancière, c'est pas le mot, mais d'une façon comme s'ils étaient, si vous voulez, leur visage collé au monde. Et contrairement à ce que dit Hegel, ils ne reçoivent pas de réponse de cet autre-là. Et donc, ils sont dans un système d'angoisse terrible. Et ils chutent, si vous voulez, ici. Ils chutent. Ils se laissent tomber. Ils se laissent tomber eux-mêmes.
Ça, c'est la structure, c'est le trognon même, du passage à l'acte, ça, hein, que je vous dis là. C'est ça, hein, en termes... Là, je vous le propose en termes lacaniens, mais Freud le proposait de la même façon, d'une certaine façon, hein, avec ses mots à lui, avec son phrasé à lui. Donc, on se laisse tomber si le monde n'est pas possible, ou on pourrait dire autre chose, si l'autre qui est ici, si vous vous contentez de vous identifier à l'autre qui est en face de vous, à l'autre enfant qui est en face de vous, l'autre jeune homme, jeune fille, jeune femme, etc., qui est en face de vous, et de vous identifier à un point tel que vous en oubliez le monde, hein, que vous êtes une sorte de cécité intellectuelle, cécité affective par rapport au monde, eh bien, vous êtes capté, hein, c'est ce que dit Lacan, il y a une captation par l'autre, mais une captation qui est monstrueuse parce qu'elle vous met hors du symbolique, carrément. Elle vous éjecte du symbolique. Elle vous éjecte du symbolique, cette captation passionnée, exclusive pour l'autre, avec un petit A, qui fait que le monde, vous ne le voyez même plus. Hein. Donc, du coup, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous vous laissez tomber pour voir peut-être, c'est ce que dit Lacan, pour voir peut-être si le monde ne va pas réagir, hein, si le grand hôte ne va pas réagir et ne va pas tirer une certaine jouissance de votre mort. C'est Lacan qui dit ça, c'est pas moi. Hein. Donc, voilà, vous voyez, comme ça, c'est simple, on peut comprendre quand même comme ça l'idée force du passage à l'acte. Et alors, Freud l'avait compris aussi à sa façon, puisqu'il avait employé le terme allemand niederkommen, qui veut dire se laisser tomber, ou accoucher, qui veut dire à la fois se laisser tomber, se laisser choir, et qui en même temps a le sens d'accoucher. C'est un terme qui désigne, qui peut se traduire de ces deux façons-là, de manière correcte. Et donc, Freud avait dit, ah oui, si elle se laisse tomber comme ça, c'est un équivalent d'accouchement. D'accouchement de quoi? De l'enfant qu'elle aurait voulu de son père. Voilà. Hein. Ce à quoi Lacan répond ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il dit non, pas du tout. Elle n'était pas maternelle pour un sou. Hein, cette jeune homosexuelle. Elle n'était pas maternelle pour un sou. Donc, c'était pas ça son propos. Mais Freud, à ce moment-là, était, si vous voulez, dans une conceptualisation édipienne très classique, et il ne pouvait pas sortir de cette idée que eh ben, la petite fille va aller vers le papa, le petit garçon va aller vers la maman, etc., et la petite fille va vouloir épouser son papa, avoir un enfant de lui. Il ne pouvait pas sortir de ça. Hein. Au point qu'il est arrivé de dire, pas à la jeune homosexuelle, mais à une autre, mais si ce n'est pas votre père dont vous êtes amoureuse, c'est peut-être bien de moi quand même. Et Freud disait ça parce qu'il ne pouvait pas concevoir que ce ne soit pas un homme. Hein. Ça lui était compliqué. Ça lui était compliqué. Alors, elle est passée à l'acte, et évidemment, son père était à la fois furieux et désespéré, et donc il a dit « Ah ben je vais l'amener te guérir de ton homosexualité, et ta cocotte, tu ne vas plus la voir. » Et donc il est allé voir Freud, il l'a amené en 1919 chez Freud, Manu Militari. Et il lui a dit à Freud, voilà, elle est homosexuelle et il faudrait qu'elle ne soit plus. Hein. Voilà le boulot que je vous confie. Hein, alors Freud, il était plutôt embêté par cette histoire, parce que, eh bien, Freud était en avance sur son temps. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'homosexualité était encore dans les maladies mentales, hein, c'est pas si vieux, hein, dans les perversions. Ça a été retiré il y a des années, mais c'était pas au Moyen-Âge, hein, pas du tout, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais Freud, lui, était malin et il avait dit tout de suite, enfin, il avait écrit assez vite que, de toute façon, il était hors de question qu'il s'attaque à la question de l'homosexualité, non pas sur un plan théorique, parce que ça, il le fait, mais sur le plan thérapeutique par rapport à cette jeune fille en particulier, il était hors de question qu'il s'agisse de ça. Ça lui paraissait complètement imbécile. Hein. Et d'ailleurs, ça a duré 3 mois, point barre, hein. Point barre, parce qu'il a dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, il a dit, mais cette jeune fille, elle n'a rien, et elle n'est même pas névrosée. Elle n'est même pas névrosée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne ma langue au chat. Ça, c'est Lacan qui dit ça. Je donne ma langue au chat. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne sais pas pourquoi il vient me voir. Et donc, je la confie à une consoeur. Et donc, il a donné le bébé avec l'eau du bain à une consoeur.
Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Hein, et tout le monde était content, plus ou moins, quand même. Mais si Lacan en parle dans ce chapitre, alors Lacan ne raconte pas tout ça, bien sûr, hein, mais si Lacan en parle dans ce chapitre, c'est pour parler du passage à l'acte, essentiellement. Hein, parce qu'on pourrait digresser sur la question de la manière dont Freud aborde l'homosexualité, etc. Mais bon, c'est quand même un peu tourmenté. Il ne sait pas trop où il va. Je vous dis, sommairement, je vous dis ce qu'il dit quand même. Hein, sommairement, il dit qu'avant l'Édipe, si vous voulez, la fille est essentiellement tournée vers le père. Voilà, vers le père. Bon, c'est contestable tout ça. Hein. Et puis qu'après, devant la forte déception qui peut s'opérer, elle va se retourner vers la mère, du fait de la déception, de la chute qui se passe après en post-édipien. Et donc, elle va se venger, si vous voulez, de la défaillance paternelle par une attirance vers les femmes. Alors là, je synthétise de manière monstrueuse hein, le truc, mais c'est que si vous voulez savoir ce que Freud raconte là-dessus, il faut que vous lisiez ce qui suit l'observation de la jeune homosexuelle. Moi, je n'ai pas le temps de vous traiter ça aujourd'hui, je l'ai là, mais je n'ai pas le temps de vous traiter tout ça aujourd'hui, parce que sinon, on se met de passer sous silence tout un tas d'autres choses qu'on ne peut pas oblitérer, comme ça. Hein. C'est guère possible. En tout cas, c'était surtout pour vous parler du passage à l'acte. Voilà, hein, c'est que... Alors, Lacan dit ceci, un passage à l'acte, contrairement à l'acting out, c'est un aller sans retour. Un aller sans retour, le passage à l'acte. C'est-à-dire qu'on fait un truc, c'est pour se retirer de la scène du monde. Hein. On s'en va. Il a même cette jolie phrase, hein, il dit « on se fait mousse ». On se fait mousse, hein, comme si on était sur un bateau, on s'en va au loin, très très loin. Voilà, et on ne sait pas, on ne sait même pas où on va. Hein, on ne sait même pas où on va. Tellement on va loin, quoi. Hein, on se perd soi-même, quoi, d'une certaine façon. On se fait mousse. Un aller sans retour, alors qu'on verra que pour ce qu'il appelle l'acting out, il dit ça, c'est un aller avec retour. Mais on en parlera aussi. Parce que de l'acting out, la jeune homosexuelle, elle en fait aussi. Elle fait un passage à l'acte, mais elle fait aussi de l'acting out. Il y a les deux chez elle. Hein. Alors, il y a beaucoup de gens qui mélangent ça. Hein. Moi, j'ai lu pas mal de comptes rendus sur la jeune homosexuelle. Il y a des gens qui mélangent complètement l'idée de l'acting out et du passage à l'acte chez la jeune homosexuelle. Ils en font une espèce de ramassis, une espèce de coalescence, de coagulation, qui n'est pas juste du tout. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Alors, Lacan, lui, il les différencie de manière très nette. Au cutter, hein, Lacan. Chez Lacan, c'est totalement différencié. Hein. Et si vous voulez, on pourrait le passage à l'acte, bon, c'est se laisser tomber comme ça, mais ce serait aller tellement du côté de l'autre aussi, si vous voulez, tellement du côté de l'autre que vous iriez vous perdre dans les confins du réel. Dans les confins du réel, c'est-à-dire de ce qui n'est pas nommé. Parce que le réel, chez Lacan, c'est ce qui n'est pas nommé. Hein. Le réel, quand Lacan parle du réel, ce n'est pas la réalité, c'est ce qui n'est pas nommé. Vous voyez, donc la nuance est de taille. Hein, et de taille. Ce n'est pas la réalité. D'ailleurs, la réalité, Lacan disait, je ne sais pas ce que c'est. La réalité, je ne sais pas ce que c'est. Donc, vous voyez que dans ce truc-là, on est quand même assez loin de ce qu'on avait abordé avec Hegel, vous vous souvenez, hein, puisque Hegel disait qu'il y a une conscience ici, et puis que dans le monde, il y a une autre conscience. Il y a une autre conscience, c'est que, quand Freud parle des identifications, Hegel disait qu'on va épingler dans le monde de manière répétitive, inlassable, nos œuvres, ce que nous faisons, ce que nous sommes. On va épingler pour que le monde nous renvoie une image valable de nous et nous conscientise, si vous voulez, nous conscientise comme étant. Hein, étant et T-A-N-T. Donc là, vous voyez bien que chez Lacan, on n'est pas du tout là-dedans, comme on n'est pas du tout dans le « je pense, donc je suis », dont je vous ai parlé plusieurs fois, de Descartes. On n'est pas du tout là-dedans non plus, puisque le sujet ne peut pas se créer lui-même. Voilà, ça c'est la parade de Lacan au « je pense, donc je suis »,
dont il dit c'est absurde puisque le sujet n'est pas capable de se créer lui-même. Parce que dans Je pense donc je suis, le sujet, le premier jeu, je vous l'ai déjà dit, crée le deuxième jeu. Hein, donc le premier sujet, jeu, crée le deuxième. Donc il y a une espèce d'aspect divinatoire du premier jeu qui se permet, si je puis dire, de créer le deuxième. Ce qui n'est guère possible. Enfin, Lacan dit carrément ça, il dit ça, ce n'est pas possible. Il ne s'emmerde pas plus avec ça, il dit c'est pas possible, de toute façon. Donc voilà, alors qu'est-ce que je disais sur la jeune homosexuelle? Oui, alors je vous disais qu'elle faisait aussi de l'acting out. Oui, voilà. Elle fait aussi de la... Alors le passage à l'acte, vous voyez, c'est quelque chose de très très brutal, d'inattendu, qui ne s'interprète pas, Hein, voilà, ça, on ne peut pas l'interpréter, le passage à l'acte. Il ne faut pas s'amuser à essayer d'interpréter les passages à l'acte, parce que vous allez vous fourvoyer, quoi. C'est certain. Hein. Il n'est pas fait pour être interprété, ce n'est pas donné à l'autre. C'est là qu'on dit ça aussi. Le passage à l'acte n'est pas donné à l'autre. Il n'est pas là pour l'autre. Alors que l'acting out, si. L'acting out, c'est pour l'autre. Hein. L'acting out, c'est vraiment, dis donc mon vieux ou dis donc ma vieille, regarde ce que je fais. Hein. Donc, la jeune homosexuelle qui se balade dans Vienne avec sa cocotte au bras, Anita Berber, eh bien, quand elle fait ça, c'est une monstration, en termes lacaniens, pour que le père voie cela et voir comment lui, il pourrait réagir, comment il pourrait interpréter la conduite de sa fille, ce qu'il fait d'ailleurs, hein, puisqu'il est furieux, il est fou de rage, et qui s'en va, et qui déclenche le passage à l'acte. Hein. Donc on voit que là, dans l'épisode de la jeune homosexuelle, il y a un acting out qui est suivi d'un passage à l'acte. Hein. C'est là où il faut être quand même un peu prudent, quand même un petit peu méfiant avec nos passions, etc. Parce qu'on se dit, quelqu'un est en démonstration, il est en acting out, c'est que de la démonstration donnée à l'autre pour que l'autre lui réponde quelque chose là-dessus. Mais quand on voit que c'est suivi par un passage à l'acte comme celui-là, on se dit qu'il faut quand même être méfiant et que les acting out ne sont pas que des démonstrations hystériformes dans la vie. Ça peut être beaucoup plus grave que ça. Et il dit une très belle chose par rapport au passage à l'acte, Lacan. C'est très très beau ce passage-là. C'est page 182, je crois, oui, c'est page 182 du modèle Poche. Et il parle du passage à l'acte et de ce qu'il faut faire. Enfin, ce n'est pas une conduite à tenir, mais c'est très beau la manière dont il le dit. Il dit « Observez dans vos repérages cliniques hein, ». Il parle bien des repérages cliniques. Hein, observez dans vos repérages cliniques à quel point tenir par la main pour ne pas laisser tomber, laisser tomber là, hein, je parler là, pour ne pas laisser tomber est tout à fait essentiel d'un certain type de relation du sujet. Quand vous le rencontrerez, vous pourrez absolument être sûr que c'est un A, un objet petit a, pour le sujet. Donc, quand il dit ça, Lacan, c'est très beau ce qu'il dit là, hein, ça veut dire que il faut prendre ça au pied de la lettre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il faut les tenir par la main, hein, que ce soit en thérapie ou autre. Il y a parfois des gens qu'il faut prendre par la main parce que vous devenez à ce moment-là un objet petit a, vous pouvez combler le sujet, le rassurer, et donc le combler un peu de son manque éperdu, et donc le sauver, c'est ce que dit Lacan, littéralement, le sauver. Il a fait ça avec pas mal de ses analysants, Lacan, hein, vous savez. Si vous lisez plusieurs livres de gens qui ont été en analyse avec Lacan, vous verrez qu'il y en a plusieurs qui disent qu'ils ont été sauvés par Lacan, par l'attention qu'il a eue au moment où il sentait qu'il pouvait y avoir des passages à l'acte possibles. Voilà. Et se tenir par la main, là, ce n'est pas seulement quelque chose de figuré. Hein, vous voyez, c'est concret. Et je voulais vous le dire parce que j'ai trouvé que c'était un très beau passage. Alors, ça c'est la jeune homosexuelle, je ne vais pas en dire plus parce que sinon on n'en finira jamais, on n'aura pas fait grand-chose aujourd'hui. Encore que, on aurait fait que la jeune homosexuelle, ça serait déjà pas mal, mais vous ne seriez quand même pas très satisfait parce qu'il y a encore d'autres choses. Donc, on va parler un tout petit peu de Dora. Alors, évidemment, Dora, on n'est toujours pas tellement enclin à parler d'elle avec beaucoup d'affection parce qu'elle a rencontré sur le tard, Dora, c'était une patiente de Freud.
Alors, c'était une patiente de Freud qui avait été analysée par Freud en 1900. En 1900. Vous voyez que c'était bien avant la jeune homosexuelle, hein, bien avant, presque 20 ans avant la jeune homosexuelle. Mais là aussi, ça a été bref, hein, ça a duré 4 mois, point barre, c'est tout. Hein. Quand on voit la littérature sur Dora, la littérature délirante là-dessus, sur un truc qui a duré 4 mois, hein, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses métonymiques qui peuvent trouver une expansion gigantesque, pourquoi pas, à la limite, hein, mais quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Enfin bref, Dora, donc, c'était une jeune fille. Alors ça se trouve dans les 5 psychanalyses, hein, Dora. Ce n'est pas dans Névrose, Psychose et Perversion, c'est dans les 5 psychanalyses. C'est la première d'ailleurs, hein. C'est la première psychanalyse, il y a l'Homora, il y a tout un tas de trucs. C'est la première, la toute première, celle-là. Elle est très longue aussi, elle est très tourmentée, assez complexe quand même. Hein. Donc je vais vous la résumer hein, quand même, hein, parce que si on ne la résume pas, on ne peut pas y arriver. Donc, alors qu'est-ce qui se passe pour cette jeune fille qui a été analysée en 1919 hein. Mais elle était née en 1882, je me rappelle sa date de naissance, et même je me rappelle qu'elle est morte en 1945. Et je disais que c'était un peu compliqué de parler d'elle parce qu'elle avait rencontré Ernest Jones, qui était le grand patron de la psychanalyse dans les années freudiennes, et elle avait rencontré aussi Félix Deutsch, qui était un psychanalyste qui était aux États-Unis à un moment donné. Et tous les deux avaient dit de Dora que c'était une hystérique répugnante. Bon, elle était habillée pour l'hiver. Hein. Une hystérique répugnante. C'est le mot employé, hein, carrément. Bon. C'était quand même un peu sévère. Bon. En tout cas, c'était elle aussi une jeune fille de la bourgeoisie viennoise, de la haute bourgeoisie viennoise, comme la jeune homosexuelle, mais un peu plus âgée. Voilà, un peu plus âgée. Et qui vivait avec ses parents. Alors, elle s'appelait pas Dora, elle s'appelait Ida Bauer. Ça peut être utile parfois de connaître les noms parce que si vous tapez dans Google Dora, vous allez avoir certaines choses. Si vous tapez Ida Bauer, vous n'aurez pas forcément tout à fait les mêmes choses. Vous aurez peut-être plus de choses. Donc c'est pas mal de connaître quelquefois les noms véritables des gens qui ont été révélés après, bien entendu. C'est pas Freud qui les a révélés, les noms hein, de ces jeunes filles. Donc Ida Bauer, eh bien, elle était la fille de Monsieur et Madame Bauer, voilà, Monsieur, Madame. Et donc il y a la fille, et puis il y avait un garçon aussi. Il y avait un garçon. Il avait un frère qui a eu d'ailleurs des postes importants, je ne sais plus quoi, enfin ça n'a pas d'importance. Et alors, il y avait une particularité chez les Bauer, c'est que monsieur, il n'était pas en pleine forme, hein, parce qu'il avait quand même la syphilis. Hein. Alors une syphilis bien avancée quand même, bien cartonnée. Il avait la tuberculose, il avait un glaucome, il avait un décollement de la rétine, je ne sais pas ce qu'il n'avait pas. Hein. Donc il était vraiment... mais alors, ça ne l'empêchait pas d'être un courtisan tout à fait zélé. Hein, parce que, alors du coup, comme il était très malade, voilà, il s'est dit, je vais aller prendre les eaux un petit peu, je vais aller dans une station thermale un peu chic de l'Italie. Et donc, ils sont partis, toute la famille Bauer est partie à Merano. Alors Merano, c'est au nord de l'Italie, complètement au nord. Je pense que c'est à la limite des Alpes autrichiennes ou quelque part par là, je ne sais pas exactement, je ne suis jamais allé dans ce coin-là, mais c'est vraiment au nord, il n'y a pas plus nord que ça, que Merano. Et donc c'est une station thermale, on est censé prospérer dans la santé. Et là, il rencontre des gens, alors qu'on appelle Monsieur K et Madame K, dans l'observation. Hein. En vérité, il ne s'appelle pas comme ça, hein. Lui, il s'appelle Hans Zelenka, et elle s'appelle Pepina Zelenka, en vrai, dans la vraie vie. On a su leur nom après. Et donc, Monsieur K, Madame K, on peut dire que ça va pas se passer comme ça très facilement entre ces deux couples-là. Parce que Monsieur K, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il courtise Madame K. Et puis elle est tout à fait contente, bien qu'il soit tuberculeux, syphilitique, glaucomeux, tout ce que vous voulez, ça lui va. Ça lui convient comme bonhomme, tout à fait, comme il est là, tout déglingué. Et donc, ils vivent un amour passionné. Et Dora est assez contente de ça.
Elle favorise même ça. C'est-à-dire qu'elle favorise leur rencontre, elle arrange un petit peu les petits secrets, et puis la possibilité qu'ils aient de se voir, elle facilite, quoi, elle facilite cet amour adultère entre monsieur et madame, entre monsieur Bauer ici, et madame K, madame Zelenka. Donc, a priori, ça lui convient à peu près, à Dora, tout ça. Elle est jeune à ce moment-là, elle est très jeune, parce que quand ils arrivent, je me rappelle de la date aussi, quand ils arrivent à Merano, c'est en 1888. Donc vous voyez qu'elle n'a que 6 ans. Mais ils y sont restés 10 ans à Merano. 10 ans. Et à la fin du séjour à Merano, pendant que M. Bauer coule les jours tranquilles avec Mme Zelenka, eh bien, un jour, le Monsieur K ici, qui devait être un peu en manque, il a sauté sur Dora. Ah oui. Il a sauté sur Dora, il l'a draguée, mais vrai de vrai, quoi. Hein. Il l'a enlacée, il a essayé de la serrer contre lui, etc. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a envoyé une baffe monumentale, mais une gifle, quelque chose de costaud. Et donc, Lacan dit, voilà, le passage à l'acte, c'est ça. Là, le passage à l'acte de Dora, c'est la gifle. C'est la gifle. Et ça aussi, c'est sans retour. Hein. Et on ne peut pas l'interpréter, même si on se dit que c'est parce qu'elle était... Parce que, oui, il faut dire une chose, c'est que Monsieur K, c'était quand même un gros lourd, un gros lourdeau. Hein, parce que... Elle a 13 ans, quand même. Oui, elle a que 13 ans. Elle a que 13 ans, absolument. Tu as raison, Jean-Claude. Elle a que 13 ans. Il lui saute dessus. Et Monsieur K... C'est donc un gros lourdeau, parce qu'il essaye de l'étreindre, donc, et puis elle lui dit mais quand même, vous êtes mariés, tout ça, ça ne se fait pas. Et lui, il répond avec beaucoup de classe oui, mais ma femme n'est rien pour moi. Tu vois, la classe du bonhomme, hein. Ma femme n'est rien pour moi. Oui. Donc, du coup, elle trouve ça lamentable aussi, Dora, une réponse pareille ma femme n'est rien pour moi, ça la choque énormément. Et c'est là qu'elle lui renvoie une mandale monstrueuse. Et qu'il en tombe presque par terre, et puis qu'elle s'en va. C'est son passage à l'acte à elle, hein. C'est sa sortie de la scène, hein. C'est sa sortie de la scène, elle sort du monde, elle, grâce à ça. Parce que ça lui est tellement intolérable, si vous voulez, elle est tellement angoissée, parce que la question est là, hein. C'est que le passage à l'acte survient à l'acmé de l'angoisse, si vous voulez, au climax de l'angoisse. Hein. Et donc là, le climax de l'angoisse pour Dora, c'est d'avoir été agressée sexuellement par Monsieur K. Et donc là, elle n'a qu'une solution, c'est de faire un passage à l'acte et c'est de le gifler. Et voilà, et on n'a pas à interpréter ça en disant oui, mais c'est parce que si, parce qu'il a fait ça, donc elle fait ça. Non, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple, c'est qu'elle veut s'éjecter, elle veut sortir du monde, carrément, parce que c'est impossible pour elle, c'est intolérable. Hein. C'est pas simplement une petite vengeance ponctuelle comme ça, ou bien une réprimande, hein. C'est pas ce n'est pas bien. Non, c'est pas ça, hein, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, Lacan, il en parle de cette gifle-là. Il en parle, c'est très beau ce qu'il dit là aussi sur la gifle hein, de Dora. Page 173 de votre édition poche. Ce passage-là, il faut que vous le lisiez parce qu'il est magnifique. Il dit « Mais une telle gifle est un de ces signes, de ces moments cruciaux dans le destin que nous pouvons voir rebondir de génération en génération avec la valeur d'aiguillage dans une destinée. » C'est magnifique ça, hein? C'est magnifique. On devrait écrire ça sur des tableaux et puis les exposer au Louvre, hein, certaines phrases de Lacan, je trouve, comme des tableaux de maître. Parce que c'est magnifique. Je vous la relis. Mais une telle gifle est un de ces signes, de ces moments cruciaux dans le destin que nous pouvons voir rebondir de génération en génération avec la valeur d'aiguillage dans une destinée. Et c'est vrai que on sait bien que cliniquement, nous, quand on est thérapeute, si, par exemple, une violence est faite à un enfant, cet enfant, souvent, va reproduire cette violence avec ses propres enfants, la génération qui suit. Et ainsi de suite. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours la gifle qui claque. Hein. La gifle dont parle Lacan, elle claque de siècle en siècle, on pourrait dire pratiquement. Hein. Elle continue à claquer d'un siècle à un autre. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai lu cette phrase en entier, parce que je ne vous lis pas tout le texte de Lacan, hein, mais j'ai extrait certaines
certaines phrases qui sont particulièrement fortes, quand même, hein, chez Lacan, hein, qui sont même exceptionnelles. On pourrait dire qu'ils sont transcendantes, quoi. Donc, c'est là qu'il dit, voilà, le sujet part à la recherche, à la rencontre de quelque chose de rejeté, de refuser. Dora, elle refuse, mais drastiquement, définitivement, la séduction de M. K. Quelque chose de rejeté, de refusé, partout, il se fait mousse. C'est là qu'il dit, il se fait mousse, page 174, il dit ça. C'est une jolie métaphore, hein, pour partir en mer, pour pouvoir s'échapper d'une actualité intolérable, insupportable. L'histoire de Marius. Pardon? Oui, c'est vrai, l'histoire de Marius. Il fout le camp en mer aussi. Il se fait mousse d'ailleurs. Il est mousse aussi, c'est vrai. Chez Pagnol. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à lui. C'est vrai. Et d'ailleurs, il se fâche avec son père, gravement, dans cette histoire-là. Oh, il fait une petite incidente, Lacan, à ce moment-là, sur l'angoisse des animaux, parce que je vous en ai déjà parlé de l'angoisse des animaux à propos de Pavlov, on ne va pas y revenir, mais il dit simplement comme ça à propos de l'angoisse, puisque c'est quand même un séminaire sur l'angoisse. Hein. Il dit, nous ne pouvons pas douter de l'angoisse des animaux, c'est le seul sentiment dont nous ne pouvons pas douter. L'angoisse, c'est ce qui ne trompe pas. L'angoisse, c'est ce qui ne trompe pas. D'ailleurs, il y a un des chapitres, je ne sais pas si on le fait ou on ne le fait pas, je ne sais plus, qui s'appelle « Ceux qui trompent », et il y a un autre chapitre qui s'appelle « Ceux qui ne trompent pas » dans ce séminaire-là. Et ce qui ne trompe pas, c'est l'angoisse. Et il dit, l'angoisse des animaux, elle ne trompe pas. Voilà, le regard du chien apeuré, épouvanté par ce que vous faites, parce que vous le battez, par exemple, eh bien, c'est de l'angoisse pure, dit Lacan. Donc, alors, cette psychanalyse de Dora, elle va durer donc 4 mois, pas plus, hein, parce que Freud s'enferme dans quelque chose, ça on le lit bien quand on lit le texte, hein, il s'enferme dans quelque chose de très classique, de très édipien. Il ne peut pas en sortir. Il n'y arrive pas. Il se dit, Dora, elle tousse, parce qu'elle a des symptômes. Hein. Elle vient voir Freud. Bon, elle est un peu poussée dans le dos par son père aussi. C'est un peu comme pour la jeune homosexuelle. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais enfin, quand même, elle n'y va pas d'elle-même. Hein. Ce n'est pas spontané, voir Freud. Elle est poussée par son père. Bon, parce qu'elle ne va pas si bien que ça. Elle est très angoissée. Elle est angoissée. Mais elle a plein de symptômes physiques. Hein. Elle a plein de somatisations. Elle tousse surtout énormément. C'est surtout la toux sur laquelle s'arrête Freud. Il s'arrête surtout sur cette toux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une oppression respiratoire, il y a il y a des malaises, beaucoup de malaises aussi, des vertiges, des malaises, comme ça. Voilà, puis elle a des troubles du sommeil assez importants. Donc elle est affublée de pas mal de maux quand même, qui la handicapent, cette pauvre Dora. Et donc Freud veut absolument, dans un schéma édipien, si vous voulez, conceptualisé de la manière suivante, Dora est amoureuse de son père. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas à tortiller, c'est ça et puis c'est tout. Hein, voilà. Il ne faut pas chercher autre chose. Elle est amoureuse de son père et donc toute autre conceptualisation n'a pas grand intérêt. Et Dora lui répond, mais non, pas du tout. Mais non, qu'est-ce que vous racontez là, etc. Je ne suis pas amoureuse de mon père, non, pas du tout, voilà. Mais si, alors Freud lui dit, mais si, quand même, quand vous avez giflé M. K, etc., c'est parce que vous refusiez un homme qui n'était pas votre père, etc., et donc dans cette signification, c'est à votre père que ça se passe, etc. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il dit, mais parce qu'il commence à s'énerver, Freud, parce qu'elle n'est pas d'accord, elle n'est pas du tout d'accord avec l'interprétation que fait Freud, donc elle finit par lui dire, mais peut-être que c'est de moi dont vous êtes amoureux alors, parce qu'il ne peut imaginer que ça ne peut être que d'un homme. Voilà le problème de Freud. Dans sa conceptualisation de cette époque-là, il ne pouvait pas penser une seconde que ça puisse être quelqu'un d'autre qu'un homme, quelqu'une d'autre qu'un homme. Voilà. Donc ça, c'est son erreur. Mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir de ça? C'est compliqué, c'était quand même les débuts de la psychanalyse. Hein. Enfin, pas les tout débuts, mais quand même, c'est assez ancien, 1900. Hein. Voilà, Freud n'était pas très vieux encore à l'époque. Parce qu'il est mort en 1938, donc il n'était pas si vieux que ça.
Et donc, eh bien, il veut absolument l'aiguiller sur ce terrain-là, dans cette direction-là, et elle le refuse. Et en fait, elle le refuse à un point tel qu'à un moment donné, elle lui dit ça suffit comme ça, et elle s'en va. Elle s'en va. Elle arrête la thérapie. Elle arrête la thérapie au bout de, je ne sais pas ce qui fait ce bruit-là. Elle arrête la thérapie au bout de 4 mois. C'est tout, hein, 4 mois, c'est tout. Alors, c'est vrai qu'à l'époque de Freud, ce n'était pas une séance par semaine, c'était 3-4 séances par semaine. Hein, pour Dora, comme pour la jeune homosexuelle. Jusqu'à même 4-5 séances parfois par semaine. Donc, c'était très dense, très compacté. Mais c'était quand même sur une durée extrêmement courte. 4 mois, bon, voilà, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Donc après, est-ce qu'on peut en tirer 50 milliards de tonnes de leçons conceptuelles? J'en suis pas persuadé non plus quand même si on peut oser. On a le droit d'oser des théories. Ça, c'est pas interdit quand même. Hein. On n'a pas de censure. On n'a pas à se censurer là-dessus, parce que le matériel est relativement pauvre. On ne va pas se censurer non plus. Alors, Lacan dit ceci. Il dit ceci, Freud n'a rien compris. Voilà, et là aussi, il a donné sa langue au chat d'une certaine façon, mais sauf que la jeune homosexuelle, c'est lui qui l'a virée, parce qu'il n'y arrivait pas, alors que là, c'est Dora qui s'en va. Donc là, c'est pas tout à fait, le scénario n'est pas tout à fait le même. Il n'avait pas compris ceci, c'est qu'en fait, Dora, qui est ici, était fascinée par Madame K. Fascinée par Madame K, qui était, paraît-il, une très belle femme, dont on disait qu'elle avait des bras magnifiques. Des bras magnifiques, voilà, c'est ce qui est dit dans l'observation de Dora. Et donc, cette fascination qu'elle avait pour Madame K, eh bien ça, Freud n'en parle pas. Enfin, il l'évoque vaguement, mais de manière timide. Alors que pour Lacan, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'il dit, en fait, qu'est-ce qui lui arrive à Dora, quel est son drame, et que malheureusement personne n'entend, c'est que ce qu'elle recherche, elle, c'est qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Qu'est-ce que c'est que la féminité? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Lacan dit c'est ça la question qu'elle se pose, et que Freud ne s'est pas posée, que Freud a oublié, a laissé en chemin, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Et c'est au travers de Madame K qu'elle essayait de trouver la réponse à cette question lancinante pour elle, hein, bien sûr. Donc, alors, par la suite, si vous voulez, les deux messieurs sont morts. Ils sont morts de maladie, de tout ce qu'on veut. Monsieur Bauer, on comprend un peu qu'il n'est pas fait de vieux os, parce que la syphilis, à l'époque, les soins, il n'y avait que dalle. Hein. Donc les gens faisaient des syphilis complètes. C'est-à-dire, une syphilis qui va jusqu'à son terme, je veux dire, c'est pas triste. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez c'est des déments, quoi. C'est une démence sénile, mais avec tout un tas de signes physiques, de décrépitude absolue, voilà, nerveuse, neurologique et somatique globale, un état de déchéance absolue. Donc monsieur Bauer, il n'a pas fait de vieux os, et monsieur K non plus, pas tellement. Et curieusement, Dora et Madame K se sont revues après. Elles se sont revues après. Donc, elles avaient entre elles une affection, une attirance, voilà, qui s'est pérennisée, qui s'est avérée être exacte dans la suite des temps, dans la réalité des choses, dans la réalité des faits. Hein. Alors Dora, après, elle est partie aux États-Unis. Elle a eu une seconde psychanalyse très très brève avec Félix Deutsch, justement. Et Félix Deutsch, en l'entendant parler, parce que Félix Deutsch connaissait le cas Dora, mais il ne savait pas que c'était Dora qu'il avait sur son divan. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais ce qu'elle me raconte là, c'est dingue, c'est l'histoire de Dora. Alors il lui a dit, mais vous ne seriez pas un tel, vous n'auriez pas été analysé par Freud à telle époque, etc. Alors Dora, il dit, si, c'est ça. Ah, vous êtes la célèbre Dora, etc. Alors Dora, elle n'en pouvait plus, là. Ah oui, je suis la célèbre Dora. Oh là, c'était Byzance. Hein. Elle le disait à tout le monde, je suis Dora, la patiente de Freud, etc. C'était un truc miraculeux, merveilleux.
Mais elle n'a pas été payée en retour, puisque Félix Deutsch était de ceux qui disaient que c'était une hystérique répugnante. Donc finalement, c'était pas bon. Voilà. Tout n'était pas tout rose. Et donc elle est morte aux États-Unis, où elle s'était expatriée en 1945 d'une occlusion intestinale. Voilà la fin de cette pauvre Dora. Elle est morte seule. Elle avait un fils, mais que je ne sais pas trop quel est son destin, ce fils. Je ne sais pas trop. Ah, en ce qui concerne la jeune homosexuelle, je ne vous ai pas donné un détail qui est plutôt assez rigolo. C'est qu'elle était née donc en 1899, la jeune homosexuelle, hein, pas Dora, la jeune homosexuelle, qui s'appelait Sidonie Xilag, de son vrai nom, hein, Sidonie Xilag. Bon, Sidonie Xilag, elle est morte en 1999, vous vous rendez compte, hein? Donc c'est quand même étrange, hein, parce que quand on parle de Freud, on a l'impression qu'on parle de quelqu'un qui était à la préhistoire, quoi, hein, du temps des dinosaures, Freud, quoi, hein, qu'il avait une peau de bête et puis voilà, qui le errait dans l'obscurité d'une terre à peine ébauchée, hein, voilà. Mais non, Freud, c'est récent puisque sa patiente, la jeune homosexuelle, est morte en 1999. Et qu'il y a des gens, il y a deux dames qui sont allées la voir, hein, très peu de temps avant qu'elle ne meure, l'interviewer. Et donc il y a une interview de cette jeune fille, enfin c'est une vieille dame à l'époque, hein. Vous pouvez voir des photos, hein, vous pouvez voir des photos d'elle sur Google, vous trouvez des tas de photos de Sidonie Xilag très jeune, des jolies jeunes filles, et puis une dame âgée, très âgée, de 99 ans, hein, on peut voir ces photos-là dessus. Et puis ces dames qui l'avaient interviewée, lui ont demandé de raconter un peu l'histoire, etc., comment ça s'était passé. Et en gros, elle a raconté un petit peu ce que je vous ai dit, quoi, en plus étoffé quand même, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, elles ont eu quand même une espèce de célébrité de leur vivant et post-mortem, ces deux cas-là, c'est assez singulier quand même, hein, ces deux cas assez singuliers. Donc, alors, le passage à l'acte de Dora, c'est la gifle donnée à M. K, qui essaye de l'éteindre, de l'étreindre, pas de l'éteindre. Et donc, ce qui l'a éteint d'ailleurs, hein, puisqu'elle a fait le passage à l'acte. Et donc, on dit aussi qu'il y a du côté de Dora de l'acting out. Mais ça, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, des deux côtés. Aussi bien chez la jeune homosexuelle, il y a de l'acting out, c'est de se promener avec sa cocotte sous le bras, comme ça, dans les rues de Vienne, pour provoquer son père. Et le passage à l'acte, c'est de se jeter sur les rails du tramway, enfin du petit train, en contrebas, à Vienne. Et chez Dora, le passage à l'acte, c'est la gifle. Et l'acting out, c'est quoi? Eh bien, je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, un petit peu. C'est tout ce qu'elle a pu manigancer pour favoriser la relation de son père avec Madame K. Puisqu'elle n'arrêtait pas de manigancer en ce sens-là. Et donc, elle voulait montrer quelque chose à son père. C'était une monstration par rapport à ce père qu'elle était censée aimer, qu'elle devait aimer d'ailleurs, ce n'est pas la question. Hein. Mais ce n'était pas son seul amour. Hein. Elle n'est pas restée fixée à cet amour édipien-là, comme Freud veut bien le dire. Voilà. Vous voyez ? Donc, voilà, on a quand même parlé des deux cas les plus importants concernant le passage à l'acte et puis l'acting out. Et puis, il y a l'histoire... Ah oui, je voulais vous dire un tout petit mot du Horla de Guy de Maupassant. Alors, Guy de Maupassant, il a écrit le Horla, donc, qui est l'histoire d'un... C'est un peu son autobiographie, hein, le Horla. Parce qu'il raconte l'histoire d'un homme qui est poursuivi par un être épouvantable, effrayant, atroce, invisible. Et donc il a en horreur et qui le terrifie tout le temps. Voilà, c'est un peu ça l'histoire du Horla, cette nouvelle de Maupassant. Et alors Maupassant, il est aussi extrêmement malade. Il a aussi la syphilis. Hein. Il est comme M. Bauer. Il a la syphilis, parce qu'il passe son temps à aller voir des prostituées, donc il a fini par la choper. Et d'ailleurs, il y a un moment où il dit j'ai la vérole, j'ai la grande vérole, alléluia, comme ça je ne pourrai plus l'attraper. Il dit ça, Guy de Maupassant. Donc, Guy de Maupassant, il est mort extrêmement jeune, hein, il est mort à 42 ans, quand même, il est mort à 42 ans
de sa syphilis, de son alcoolisme aussi, parce qu'il buvait énormément. Et donc, lui, il était dans une déchéance physique. Alors, il est allé au terme de la syphilis et il en est mort. Il a même été interné. Hein. Il a été interné pendant quelques années, je crois, avant sa mort. C'est un de ses amis qui l'a fait interner parce qu'il était plus gérable du tout, quoi. Hein. Il était fou. Lacan lui dit d'ailleurs, il était fou. Il était fou. Et donc, il en parle, Lacan, du Horla, parce que justement, il dit que c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous refaire un tout petit peu le dessin comme ça, parce que là, ça devient un petit peu quand même encombré. Mes petits schémas. Ça ne me gêne pas trop de faire des petits schémas, parce que Lacan lui-même, il en faisait beaucoup. Hein. Bon, voilà. Donc, dans le Horla, le sujet, c'était Guy de Maupassant. Hein. Guy de Maupassant. Et Guy de Maupassant, oui, justement, on peut imaginer que par rapport à l'autre qui est ici, si on peut voir ça comme une espèce de métonymie du stade du miroir, un peu ramassé, un peu compacté, eh bien, Guy de Maupassant, dans sa folie par rapport aux femmes, hein, alors, il avait un ami, lui, Guy de Maupassant, alors il faisait des concours pour savoir qui avait le plus de rapports sexuels. Et il avait un ami qui lui a dit un jour, moi, tu sais, j'en ai eu 19 en 2 jours. Alors, Guy de Maupassant était un peu jaloux. Et il lui a dit, mais fais bien attention, tu vas partir en sperme. Tu vas partir en sperme. Donc, voilà. Donc, alors, il allait beaucoup, effectivement, il allait beaucoup vers les autres, en négligeant un peu le monde, quoi, hein, finalement, Guy de Maupassant. D'ailleurs, son titre, c'est le Horla, hein, c'est quand même pas n'importe quoi, ce titre-là. Hein. Il n'a pas écrit que ça, bien sûr. Hein, il y a bien d'autres, il y a Boule de Suif, il y a Bellamy, enfin, il y a plusieurs œuvres de Guy de Maupassant, mais celle-là, quand même, c'est celle dont parle Lacan, en tout cas. Hein. Et c'est que il s'est tellement, probablement par amour, si vous voulez, par désir, identifié à l'autre avec un petit A, qu'il s'y est perdu et qu'il est allé au-delà de l'autre, vers le réel dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir ce qui n'est pas nommé. Il en est sorti. Et il a fait tout ce qu'il fallait pour ça. Parce que boire comme il l'a fait, et attraper, faire tout ce qu'il fallait pour avoir la syphilis et toute autre forme de maladie, hein, parce qu'il n'avait pas que ça, bien c'est quand même une forme de passage à l'acte monumental quand même. Hein. Acting out ou passage à l'acte, en tout cas il en est mort. Ça a été, comme dit Lacan, un aller sans retour là quand même pour Guy de Maupassant, hein, un aller sans retour. Donc il est allé se perdre là dans les confins du réel je dirais en exagérant, si vous voulez, en exagérant les identifications, les strates, la sédimentation d'identification interminable qu'il pouvait faire. Vous savez, identification, qu'est-ce que ça veut dire en termes freudiens, identification? Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Je vous le dis de manière très simple. S'identifier à quelque chose ou à quelqu'un, c'est vouloir être comme c'est quelque chose ou c'est quelqu'un. Voilà, ça paraît ballot de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Hein. Au fond du fond, l'identification, c'est ça, c'est vouloir être l'autre, hein, ou être comme lui, être l'autre. Et donc, à force d'aller vers les femmes de petite vertu, il a fini par être autre ici et quitter la scène du monde. Et tomber, et le Niederkommen allemand, se laisser tomber, il l'a fait aussi, hein, il est parti dans les confins du réel là-bas, et il est tombé lui aussi, il a chuté. Et il est mort, voilà, et donc c'est pour ça que Lacan le cite aussi dans ce chapitre, le Horla. Vous voyez que j'expédie un petit peu vite, hein, des histoires qui sont peut-être un peu plus complexes que ça, mais je suis obligé de faire comme ça, et je ne fais pas pire que... Parce que, je vous l'ai déjà dit, Lacan, lui, il ne s'embarrasse pas de faire des récits de Dora ou de la jeune homosexuelle ou du Horla. Hein. Non, il espère... Il doit avoir cette espérance-là que les gens ont lu tout ça, ce qui n'était pas le cas.
Certains avaient lu, il y avait des érudits dans la salle du temps où faisait son séminaire, à Sainte-Anne, à Normale Supérieure, à la Sorbonne, etc. Il y avait des érudits, bien sûr, mais il y avait aussi des gens qui n'y connaissaient rien du tout, absolument rien, qui ne comprenaient pas un mot de ce qu'il racontait et qui ne connaissaient pas l'histoire de Dora, ni de l'âge homosexuel, etc. C'est pour ça que je m'attache toujours à vous donner un résumé quand même, hein, quelque chose quand même, hein, quelque chose à manger, quoi, par rapport à quelque chose dans l'assiette, par rapport à des histoires comme celle de Dora, l'âge homosexuel ou du Horla. C'est nécessaire. Sinon, on n'y comprend rien, quoi, ce qu'il raconte dans le chapitre. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien en histoire de passage. Si on ne sait pas l'épisode de la gifle, si on ne sait pas l'épisode de se laisser tomber sur le tramway, si on ne sait pas l'épisode des manigances de Dora, etc., si on ne sait pas les promenades de la jeune homosexuelle dans Vienne avec sa femme de petite vertu, ben on n'y comprend rien. Mais ça, Lacan, il n'en parle pas. Il n'en parle pas du tout dans le chapitre. Ça n'est même pas évoqué. Donc, alors, il y a un autre thème qu'il évoque, une autre histoire qu'il évoque, c'est une pièce de Shakespeare. Celle-là, je l'ai vue, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis Alain Val, qui est ici présent, m'a dit qu'il l'avait vue aussi. Alors c'est une pièce de Shakespeare qui s'appelle Le Marchand de Venise. Le Marchand de Venise. Alors c'est une pièce qui a fait beaucoup de bruit parce que on a dit que, enfin certains ont dit que c'était une pièce antisémite et que Shakespeare était antisémite. Bon, ça ne va pas de soi, hein. Ça ne va pas de soi du tout. Mais beaucoup de gens l'ont attrapé ça au premier degré, voilà, alors qu'en fait c'est plutôt une comédie qu'autre chose. Oui, c'est carrément une comédie, hein. Et que donc là, y a pas, je ne vois pas trop, moi, dans ce que j'ai pu en voir de cette pièce, je ne vois pas trop une trame d'antisémitisme là-dedans. C'est faux, parce que Shylock dit est-ce que nous n'aimons pas, est-ce que nous ne faisons pas ceci comme vous, nous sommes comme vous. Voilà, exactement. Shylock, c'est le prêteur juif. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas vu du tout de relent antisémite là-dedans, mais il y a beaucoup de gens qui, sous une forme complotiste, ont dit cette pièce, c'est une horreur. Et du coup, ils ont jeté Shakespeare à la poubelle à cause de cette pièce. Bon, Le Marchand de Venise. Moi, comme je disais, je l'ai vu sous une forme modernisée, donc, hein, parce que le marchand de Venise, c'était un marchand donc, du XVIe siècle. Hein. Donc évidemment, avec tous les atours qui vont avec, les habits, etc., et les us et coutumes de cette époque-là. Et moi, je l'ai vu sous une forme modernisée, donc, où le marchand de Venise était dans une supérette, hein, avec des caddies et tout ça, et habillé avec des jeans et des pulls et tout ça. Voilà. Donc c'était assez cocasse. Mais contrairement à toi, Alain, je suis quand même allé jusqu'au bout de la pièce. Je suis resté jusqu'au bout parce que ça me faisait marrer de voir ça comme ça. Et ça raconte donc, alors je vais vous la résumer en 2 temps, 3 mouvements. Alors, il y a un marchand qui est effectivement vénitien. Il est vénitien, hein. Voilà, il s'appelle Antonio. Alors, il est plutôt riche, Antonio, quand même, hein. Il est plutôt riche, il a plein de bateaux. C'est important, les bateaux. Il a plein de bateaux, mais qui sont en mer. Ils ne sont pas là. Ils sont en mer et ils sont pleins de denrées et puis d'espèces, de tissus, de tout ça, de tout un tas de merveilles qui valent très cher, qui valent beaucoup d'argent, mais il ne les a pas sous la main parce qu'ils sont en mer. Donc il est un petit peu ennuyé avec ça parce qu'il ne sait pas trop ce que deviennent ces bateaux, Antonio. Et il a un ami qui s'appelle Bassanio. Alors Bassanio, lui, par contre, il est pauvre. Il est pauvre. C'est un pauvre, Bassanio, un pauvre, mais c'est son pote, hein, un pote pauvre. Voilà. Et Bassanio, il a un truc, c'est qu'il est éperdument amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Portia, une Italienne, comme lui, Portia, mais qui ne vit pas à Venise. Elle vit dans une ville qui s'appelle Belmont. Alors c'est Belmonte en fait, hein. Belmonte, alors c'est une ville du sud de l'Italie. Je ne me souviens plus exactement où c'est, mais ce n'est pas très important. Mais c'est vraiment le sud, hein, le sud aride de l'Italie. Et donc, il n'a pas les moyens, Bassanio, il n'a pas les moyens d'aller retrouver sa belle, d'aller la courtiser, parce qu'il est pauvre. Donc, il demande à Antonio
il demande à Antonio de lui prêter de l'argent, Bassanio, pour pouvoir aller voir sa belle et la séduire à Belmonte. Mais sauf que Bassanio lui-même lui dit « Mais tu sais, mes bateaux ne sont pas là, etc. Je n'ai pas tellement d'argent, je vais m'arranger autrement. » Alors, du coup, intervient le personnage un peu central dans l'histoire qui s'appelle Shylock. Je ne sais plus si c'est Seka ou Oka, Alain. Non. Pardon? Seka, d'accord. Shylock, il s'appelle comme ça, et donc c'est le juif prêteur d'argent. Donc, Antonio est embêté parce que ses bateaux ne sont pas là, il va en prêter de l'argent à Shylock. À Shylock, qui lui donne ce qu'il faut, mais qui lui dit « Il faut absolument que tu me rendes mon argent, parce que si tu ne me rends pas mon argent, je serai obligé de prélever sur toi une livre de chair. » Chair, c'est à hier, hein, ça bidoche, quoi. Hein. Ni plus ni moins. Une livre de chair. Donc Antonio lui répond « Oh ben c'est pas grave, de toute façon, mes bateaux seront revenus, j'aurai plein de sous, il n'y a pas de souci, je te rendrai, etc. Il n'y a pas de problème. » Donc du coup, il a l'argent, Bassanio, il peut aller voir sa belle Portia à Belmonte. Et alors là, il se passe plein de choses à Belmonte. Hein, mais ça, je n'ai absolument pas le temps de vous les raconter. Il y a tout un tas de trucs qui se trament là-bas. Il y a des concurrences. Il a des concurrents, Bassanio. Il n'est pas tout seul à vouloir Portia. Ça pose des problèmes. Hein. Donc il y a des démêlés très complexes. Mais il finit quand même par gagner. Alors on ne sait pas trop s'il revient avec elle ou quoi. Ça, c'est pas très clair, mais on se doute quand même que c'est lui qui a gagné l'amour de Portia. Ça ne fait pas de doute. Hein. Contre au moins 2 ou 3 concurrents. De solides concurrents, riches eux. Hein. Mais il y arrive. Et donc, du coup, une fois que Bassanio a réussi à conquérir sa belle, sa dame, eh bien, Shylock, le prêteur, va demander à Antonio de rendre l'argent. Ah, il faut rendre l'argent maintenant. Alors Antonio lui répond, mais mes bateaux ne sont pas revenus. Ah, bah oui, mais ça, je m'en fous, moi. Il répond Shylock, moi, je veux mon argent. Donc, comme ça ne se résout pas, cette histoire-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le doge de Venise. Le doge, c'est le chef hein, à Venise, à l'époque. On va chez le doge, et il se trouve que chez le doge, il y a là un espèce d'avocat, ou un greffier, on ne sait pas trop, un avocat. Et en fait, cet avocat, c'est Portia, c'est la jeune fille courtisée, qui est déguisée en homme et en avocat. C'est Portia, qui est chez le doge, et qui implore le doge, avec toute l'argutie qu'elle peut développer, implore le doge pour qu'elle sauve Antonio d'être délesté d'un morceau de bidoche quand même. Ça rigole pas. Hein. Alors, le doge essaye de convaincre Shylock, et il ne le convainc pas. Il n'y arrive pas. Shylock dit non, je ne veux rien entendre, je ne veux pas entendre ça. Alors, Portia entre en ligne de compte, là, elle a une argutie, qui est très maligne. Elle dit, est-ce que dans le contrat, il est stipulé, dans le contrat que vous avez contracté entre Shylock et Antonio, est-ce qu'il est stipulé où sur le corps devait être prélevée la livre de chair? Où devait-elle être prélevée? Est-ce que c'était sur une fesse, c'était celle-là? Est-ce que c'était le cœur qu'il faut prélever? La question est posée comme ça. Est-ce que c'est le cœur qu'il faut prélever? Alors, le cœur comme objet petit a, hein, c'est ce que Lacan dit, là, en l'occurrence, en parlant de ça. Eh bien, non, c'est pas stipulé. Donc, déjà, le contrat est un peu caduc, déjà, à cause de ça. Et puis, Portia, déguisé donc, en avocat, dit aussi, il y a une autre chose, c'est qu'il n'est pas stipulé dans le contrat que le sang doive couler. Or, si l'on prélève une livre de chair, le sang va couler nécessairement. Donc, on ne peut pas
hein. Et donc, du coup, eh bien, tout tombe à l'eau. Et le Doge finit par dire, eh bien oui, de fait, effectivement, nous pouvons dénoncer ce contrat, il n'est pas valable. Monsieur Shylock, vous n'avez pas le droit de prélever la livre de chair sur Antonio, et puis faites comme bon vous semble pour tout le reste. Et donc, ça se termine en happy end, hein. Ah, vraiment, hein, c'est les mariages, les enfants, etc. Tout c'est merveilleux, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et c'est une comédie qui se termine vraiment dans la joie. Vraiment comment. Et Lacan, il en parle, pourquoi? Parce que pour lui, et ça, il en parle longuement, moi je ne pourrais pas vous développer ça aujourd'hui beaucoup, mais la livre de chair en question, il dit ça, c'est l'objet petit a. C'est l'objet qui nous manque. C'est l'objet qui nous manque à tout jamais, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a une place, il a un lieu. Hein. D'ailleurs, Lacan le dit hein, dans ce chapitre-là, hein, je ne sais plus à quelle page, il en parle de la place de l'objet petit a, la place de la topologie de l'objet petit a, je ne sais plus où, si je la retrouve. Si je la retrouve, si je la retrouve pas, c'est pas grave. Hein. Non, je ne pense pas. C'est chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, d'accord, tu n'as pas la page des nations. Ah oui, d'accord, tu n'as pas la... Comment? Tu peux lire le petit passage, non, là-dessus, non? Il y a un micro derrière toi, derrière toi, Jean-Claude. Entre le sujet barré, ici autrifié, si je puis dire, dans sa structure de fiction, et l'autre, grand barré, non authentifiable, jamais complètement authentifiable, ce qui surgit, c'est ce reste petit a, c'est la livre de chair. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est pas fini. Ce qui veut dire qu'on peut faire tous les emprunts qu'on veut pour boucher les trous du désir, comme ceux de la mélancolie. Il y a là le juif qui, lui, on sait un bout sur la balance des comptes et qui demande à la fin la livre de chair. Je pense que vous savez ce que je cite. C'est là le trait que vous retrouvez toujours dans ce qui est activio. Oui, tout à fait. C'est ça que je voulais lire exactement, que j'ai quelque part là-dedans, mais que je ne retrouve pas, dans mes notes qui sont très bordéliques. Donc voilà, oui, ce qu'il dit Lacan, c'est qu'effectivement, le sujet qui est barré du fait de la perte de l'objet petit a, l'objet qui est censé le combler, il ne l'a pas. Il ne l'a plus. Ce n'est pas tellement qu'il ne l'a pas d'ailleurs, c'est qu'il ne l'a plus. Il l'a eu. Quand Lacan dit l'objet petit a était aimable, comme je vous ai dit au début de la séance, hein, c'est au moment où l'enfant, avant d'être sur la scène du monde, avant d'ascensionner, avant de monter sur la scène du monde, l'objet petit a, il l'a. Donc l'objet petit a est aimable. Mais après, non seulement il ne l'a pas, mais il ne l'a plus surtout. Il ne l'a plus. C'est plutôt correct de dire ça. Hein. Et le sujet est en regard d'un autre, barré lui aussi, puisqu'il ne peut pas prétendre, le sujet, nous ne pouvons pas prétendre, avoir une préhension du monde totale. Lacan disait encore par rapport à ça, par rapport au monde, on ne peut pas en faire une brassée. Hein. Le monde symbolique, l'ordre symbolique qui va vers l'infini, c'est même pas l'univers, c'est bien au-delà de l'univers, c'est l'infini. Eh bien, il dit Lacan, on ne peut pas en faire une brassée. Ben non, on ne peut pas en faire une brassée, c'est pour ça qu'on le barre ici. Hein. Donc le lien de là à là, il est fait de sujets, enfin de concepts barrés, divisés. Il y a une division du sujet. Et dans cette division du sujet, eh bien, ce qui chute, effectivement, c'est ce que j'ai déjà écrit là, c'est l'objet A. Et c'est la livre de chair. Parce que, notez bien que dans la pièce de Shakespeare, eh bien, vous voyez bien que cette livre de chair, on ne peut pas l'atteindre. Non seulement on ne sait pas où elle est, mais on ne peut pas la prendre. Elle est imprenable. Un peu comme ce que je vous ai dit la dernière fois à propos du banquet de Platon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais raconté la déclaration enflammée que Alcibiade, lors du banquet, fait à Socrate, hein, en lui disant « Oh mais Socrate, tu es si beau, si merveilleux, tu as en toi quelque chose de si divin,
de si extraordinaire qu'on ne peut que t'aimer. C'est une effusion absolument totale de ce beau jeune homme vers un vieux monsieur, quand même, Socrate était un vieux monsieur à l'époque. Hein. Et donc, il voyait dans la carcasse de Socrate, il devait voir luire un objet ptita. Hein. Au même titre que peut-être dans Antonio, on pouvait voir luire son cœur, hein, comme la livre de chair, qu'on ne pouvait pas atteindre parce que c'est un objet ptita aussi, le cœur d'Antonio, là, en l'occurrence, dans la pièce. Hein. Il est désigné comme objet ptita qui manque, auquel on n'a pas accès, et donc on ne peut pas le prendre. Et donc le doge, il a une décision sage que de refuser, de refuser que soit amputé ce pauvre Antonio de sa livre de chair. Et donc voilà, parce que alors, je vous l'ai dit, Lacan insiste beaucoup sur le fait que l'objet ptita n'est plus là, d'accord, mais il a une place, et une place, elle est symbolique. Et toute la symbolisation, c'est ça. Hein. Le fait que nous puissions symboliser, c'est parce qu'il y a une première symbolisation qui est celle de la place de l'objet ptita. On pourrait dire qu'il y a une espèce de boîte comme ça qui serait vide, où il y aurait l'objet ptita, mais on n'y aurait pas accès. On n'y aurait pas accès. Et donc nous, en tant que sujet barré, ici, on serait toujours dans un espèce de souvenir, si vous voulez, de souvenance de l'objet ptita, définitivement perdu et irrécupérable. Irrécupérable. Hein, avec simplement l'idée qu'on sait qu'il a une place. Il a une place. Et Lacan reprend la métaphore classique par rapport à cette place. Il dit, dans ce chapitre-là, hein, il dit, quelque part, je ne sais plus où, je l'ai noté, mais je ne sais plus où, je ne sais plus quelle page, quand vous avez une bibliothèque, le volume, quand un volume n'est plus là dans une bibliothèque qui est bien rangée, on sait que c'est ce volume-là qui devrait être à sa place là, et pas un autre. Et il dit, il en va exactement de la même façon pour l'objet ptita. Il a une place et rien ne peut venir à la place de l'objet ptita, comme le volume emprunté peut-être ou perdu de la bibliothèque. Vous voyez, c'est la métaphore que Lacan emploie à la fin du chapitre, je ne sais plus où, pour parler de cette place de l'objet ptita et faire un peu de topologie. Alors, cette place, je vous dis comme ça en passant, si jamais vous rencontriez le truc, il l'appelle moins phi. Mais peu importe qu'il l'appelle comme ça. Hein. Cette place vide de l'objet ptita, qui n'est plus là, mais c'est sa place. C'est comme quelqu'un qui dit ne prends pas mon fauteuil, c'est mon fauteuil, ça, c'est le mien, ça, c'est ma chaise, ça. C'est ma chaise, c'est pas la tienne. Voilà, ben voilà, c'est ça, l'objet ptita. Oui, pardon. Ah oui, oui, d'accord. Vous voulez dire la différence radicale entre le passage à l'acte et l'acting out? Oui, elle est radicale. Hein. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui est au cutter. Quelqu'un qui fait un acting out, c'est une démonstration seulement, qui est faite pour l'autre, avec un petit a, hein, qui est faite pour l'autre, pour que l'autre réagisse et lui dise probablement que si tu fais cela, ça a tel sens. Ou peut-être que tu veux que l'on t'aide, peut-être que tu veux que l'on t'aime, etc. Ça, c'est l'acting out. Hein. Je vous le simplifie à l'extrême. Hein. Et donc, c'est pour ça que Lacan dit il y a un aller et retour. Parce que vous envoyez quelque chose dans une démonstration, Lacan appelle ça une monstration, hein, dans une monstration lacanienne, vous envoyez un message à quelqu'un par votre attitude, par votre comportement, et vous attendez qu'en retour, il vous en dise quelque chose. Hein. Donc l'acting out, il est interprétable. Pardon ? D'ailleurs, la jeune homosexuelle allait avec la dame dans Vienne, dans les endroits où elle savait que son père absolument, travaillait. Absolument. Pour Oui. être sûr de le rencontrer. Oui, tout à fait. Ouais. Je peux donner un exemple de ce que pourrait être peut-être un passage à l'acte. Tu peux pas prendre le micro qui est juste derrière toi. Je voulais donner un exemple de ce que pourrait être, pour illustrer à contrario, ce qu'est un passage à l'acte. J'ai eu à suivre un patient, il s'était tiré un coup de fusil. Il n'était pas mort, et je suis allé le voir, on m'a appelé pour ça, puis je l'ai suivi pendant un certain temps. Ce qu'il disait, c'est qu'il ne savait pas pourquoi il s'était tiré un coup de fusil. Il racontait
qu'il était rentré dans son garage. Tout à coup, il a vu le fusil qui se trouvait chargé. Il a pris le fusil, il a tiré, sans aucune idéation. Il s'est tiré comme ça pour mourir, mais sans doute. Mais et juste après, il a survécu, mais il n'a jamais pu, et je l'ai suivi quand même assez longtemps, jamais pu manifester à aucun moment, avant ou après, des symptômes de ce qui pourrait être une dépression. Il avait manifestement, apparemment, voilà, je suis passé complètement à côté, parce que quand je le voyais, en disant est-ce qu'il va recommencer ou pas, c'est comme il y a le passage à l'acte aussi grave, c'était s'engager la responsabilité. Jamais j'ai repéré de d'entrave dans sa vie, dans son couple, dans sa famille, ou avant ou après, pour me rendre compte de la gravité de ce passage à l'acte. Une espèce de, comme ça, on parle de raptus, de raptus brutal. Tout à fait. Dramatique, un gravissime, il aurait pu mourir, et qui fait peur, parce qu'on se dit, ça veut dire un truc pareil, c'est effrayant, mais qui n'est pas du tout dans la monstration. On a l'impression qu'il ne montre Absolument, pas absolument. à sa femme, à ses collègues de travail. C'est exactement ça. Harcelé, etc. Voilà. Peut-être ça pourrait être un exemple de ce qu'on peut appeler le passage à l'acte. Oui, c'est ça, tout à fait. Je ne peux pas beaucoup mieux dire que Jean-Claude, hein, qui a du métier quand même, et donc, dans le domaine de la psychiatrie. Donc voilà, mais retenez quand même que la différence radicale, c'est que en fait, dans l'acting out, le sujet reste dans le monde, alors que dans le passage à l'acte, le sujet s'éjecte du monde. Hein. C'est ce qu'il veut, qu'on ne le revoie plus, qu'on ne le revoie plus. Le suicide mélancolique, c'est un passage à l'acte radical, hein, radical. En général, il ne se rate pas, hein. On ne les revoit pas, on les revoit au cimetière. Hein. Donc, vous voyez, la différence, elle est monumentale, je dirais. Hein. C'est vraiment... en même temps, ce qu'il y a d'un peu commun, c'est qu'il y a une certaine impulsivité dans l'acting out. Là-dessus, d'accord. Hein. Il y a une certaine impulsivité dans l'acting out, et il y a une impulsivité majeure dans le passage à l'acte, hein, tel que le cas clinique de Jean-Claude. Dans la mélancolie, on apprenait en tant que psychiatre qu'il ne fallait jamais donner d'antidépresseurs seuls. Oui, tout à fait. Tu te souviens de ça? Oui, absolument. Ah bah oui. Ah oui. Ça avait des émissions et que les gens passaient à l'acte. Mais tu sais... Toujours associé avec un autre. oui, oui. Mais moi, j'observe toujours dans ma pratique, j'observe toujours cette règle. Ah oui, même maintenant. Hein. Avec des antidépresseurs dont on dit toujours que ce n'est pas la peine de donner des anxiolytiques avec. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, non. Justement parce que ce que tu dis, c'est vrai. Et... dans ce cas-là, une personne, comme une fois on a des exemples dans la presse qui se suicide sur le travail, il y a une monstration quand même dedans. C'est agressé. oui, il peut y avoir des TS, des tentatives de suicide qui sont des acting out. Bien sûr. Hein. Il peut y avoir... J'ai un oui. infirmier qui s'est pendu dans l'hôpital de Joux. On l'a retrouvé le matin. Mort. Bon, oui. Oui. Après, il faut ce qu'on appelle une autopsie psychique pour essayer de comprendre le sens de ça, parce que pour un infirmier qui se suicide, ça peut avoir beaucoup de sens. Oui, il peut se suicider là parce que peut-être que par compassion pour sa famille, il préfère que ce soit un endroit qui soit plat, et en même temps, effectivement, adressé aux collègues. Mais ça peut y avoir plusieurs significations. C'est pour ça que la notion d'autopsie psychique est toujours intéressante. Et c'est pas parce que quelqu'un s'est suicidé chez l'EDF que ça veut forcément dire que c'est l'EDF qui a causé. C'est toujours le problème du débat. Sachant qu'on vit dans une société où il y a une personne sur 5 ans qui se suicide, en définitive. Si vous prenez 10% sur, ça veut dire que c'est une personne sur voilà. Non, c'est pas ça. C'est une personne non, c'est pas ça. Si on dit qu'il y a 12 000, à un moment il y a 12 000 morts en France, vous faites le calcul sur 100 650 000, il y a à peu près une personne, un décès sur 5 ans. C'est toujours difficile de savoir devant un passage à l'acte si on peut l'attribuer. Alors évidemment, ça va être repris, exploité éventuellement syndicalement, etc. C'est parfois à juste titre, parce qu'il y a effectivement du harcèlement, de la souffrance au travail. Et voilà, c'est pas forcément, c'est toujours compliqué. Toujours compliqué. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez raison d'avoir des questionnements par rapport à ça, hein, à savoir comment est-ce qu'on peut mettre vraiment d'un côté l'acting out et vraiment d'un autre côté le passage à l'acte. Ce n'est pas si évident que ça. Mais il est nécessaire d'avoir des repérages théoriques, conceptuels, tels que Lacan les propose, par exemple, pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe chez un patient. Parce que si on ne les a pas, on mélange tout ça. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui ont mélangé l'acting out et passage à l'acte et qui, du coup, ne comprenaient rien à leurs patients. Lacan
Oui, souvent, souvent, souvent. Oui. Ça veut dire que ça s'adresse Au psychanalyste. au psychanalyste. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Oui, je vous en prie. Et alors, dans le cas d'un faux suicide. D'un quoi, de quoi? Un faux suicide. Un faux suicide. Qu'est-ce que vous appelez un faux suicide? En fait, qui ne réussit pas. Est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une démonstration, d'un acte inermique, ou est-ce qu'il s'agit réellement d'un passage à l'acte? Vous savez, je ne sais pas ce que c'est qu'un faux suicide, personnellement. Je ne sais pas. Parce qu'à partir du moment où vous faites un acte qui, même symboliquement, est destiné à vous autodétruire, qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans, hein? Je ne vois pas, si vous voulez. C'est très compliqué, hein. Là, par contre, vous allez avoir du mal à faire le dénivelé, à trouver le dénivelé entre l'un et l'autre, hein, entre le vrai et le faux. Parce que il y a pas mal de patients, hein, à qui on n'a pas prêté attention à des faux suicides, entre mille guillemets, hein, et qui ne se sont pas ratés une semaine après, hein. Donc on doit être vigilant. C'est ça que dit Lacan, que le petit texte que je vous ai lu sur tenir la main, hein, tenir la main, au propre comme au figuré. Eh bien c'est ça, c'est la réponse à votre question, hein. Il faut faire attention de toute façon, hein. On dit toujours ça, c'est une porte ouverte que de dire, c'est un marronnier que de dire c'est un appel. Oui, un faux suicide est même un appel. Ben oui, pourquoi pas? C'est vrai, hein. Donc, des faux suicides, je ne suis pas sûr qu'il y en ait, quoi. Ça serait des suicides de théâtre après, éventuellement, hein, ou d'opéra bouffe. Mais dans la réalité des gens, c'est autre chose, hein. C'est autre chose. S'amuser à faire un faux suicide, entre guillemets, s'amuser aussi, ça ne doit pas être de la tarte quand même, hein. Il doit falloir souffrir pour faire des faux suicides quand même. On ne doit pas les faire comme ça, hein, avec une facilité déconcertante. Je ne crois pas. Mais vous voyez que ce sont des questions, effectivement, qui sont complexes et puis qui apportent des questions. Et il est l'heure que je rende l'amphithéâtre, mesdames, messieurs.